Chapitre 1. L'affaire de la clé qui ne devrait pas exister. C'est lors d'un de ces rares après-midi anglais languissants, où l'air lui-même semblait imprégné d'oisiveté, que la paix de Thornley Court fut brisée. Thornley Court, résidence de la vénérable famille Cavendish, se dressait au milieu de pelouses vallonnées et de chênes centenaires, ses murs de pierre drapés de lierre témoignant de siècles de privilèges et de discrétion. Ce jour-là, la maison vibrait de l'effervescence feutrée d'une réunion de famille. Lady Eleanor Cavendish avait convoqué sa famille et ses amis les plus proches pour ce qu'elle qualifiait, avec son sens du spectacle habituel, de annonce de la plus haute importance. À 4 heures précises, la cloche du salon avait sonné pour le thé. À 4h30, l'annonce n'avait toujours pas été faite. À 5h moins le quart, l'annonce était définitivement passée sous silence. Lady Eleanor Cavendish a été retrouvée morte dans son bureau privé, la porte étant verrouillée de l'intérieur. La scène était d'une simplicité troublante. Le corps frêle de la douairière était affalé dans son fauteuil près de la cheminée, une tasse de thé intacte à côté d'elle et une petite clé en laiton serrée fermement dans sa main droite. La fenêtre était verrouillée, la serrure intacte, une légère odeur de papier brûlé flottait dans l'air et sur le foyer gisaient les restes calcinés de ce qui semblait être une lettre. Mais c'était la clé, la petite clé en laiton à l'ancienne, qui laissait tout le monde perplexe. Car, comme son neveu Edward Cavendish le jurait sous serment, une telle serrure n'existait nulle part à Thornley Court. La clé ne convenait à aucun tiroir, aucune armoire, aucune porte. C'était, de toute évidence, une clé qui n'aurait jamais dû exister. Le médecin de famille, appelé en toute hâte, ne trouva aucune blessure, ni marque sur le corps. On soupçonnait un empoisonnement, mais rien ne confirmait son origine. La tasse était propre, la théière intacte. La police locale fut appelée, dirigée par l'inspecteur Grange, bien intentionné mais prétentieux, qui déclara que le décès était dû à une maladie cardiaque. Pourtant, la porte verrouillée et la clé étrange l'inquiétaient. Et surtout, l'expression du visage de la vieille dame. Car, si ses traits étaient un temps figés par la mort, une faible trace d'inquiétude subsistait, comme si ces derniers instants avaient été consacrés à la prise de conscience plutôt qu'à la douleur. Le soir, la maisonnée était en émoi. Invités et familles chuchotaient dans les coins. Les domestiques se signaient en passant devant la porte du bureau. Puis, alors que le crépuscule tombait sur Thornley Court, une petite silhouette impeccable sortit d'une voiture noire fraîchement arrivée de Londres. Ses chaussures brillaient sous le reflet du soleil mourant. Sa moustache était une œuvre d'art en symétrie, et son regard, vif, curieux et profondément immobile, balayait l'allée avec l'assurance d'un homme qui faisait confiance à son propre ordre plus qu'à tous les autres. « Monsieur Hercule Poirot », annonça l'inspecteur Grange d'un ton mi-soulagé mi-fier, « je vous suis très reconnaissant d'avoir pu venir si rapidement. » Poirot inclina légèrement la tête, ses yeux se plissant tandis qu'il observait la grande maison devant lui, ses ombres longues, ses fenêtres comme des yeux qui avaient trop vu. « Mais bien sûr, mon ami, dit-il doucement, là où il y a du désordre, il y a toujours quelque chose à arranger. Vous dites que la dame est morte, n'est-ce pas? Alors commençons par les vivants, car c'est parmi eux que se cache la vérité. Et avec cela, Hercule Poirot entra à Thornley Court, et dans l'un des mystères les plus étranges de son illustre carrière, l'affaire de la clé qui ne devrait pas exister. Chapitre 2. Le rassemblement à Thornley Court. Il était presque 7 heures lorsque Poirot entra dans le salon de Thornley Court, un lieu à l'élégance feutrée, aux lourds rideaux qui semblaient en absorber la lumière plutôt que la refléter. L'air était lourd de tension et de murmures. Les membres de la maison de Lady Eleanor avaient été rassemblés là par l'inspecteur Grange, chacun affichant le calme tendu de ceux qui pressentent que la tragédie est devenue un invité indésirable. Le regard de Poirot parcourut lentement le groupe, son esprit, comme toujours, cataloguant des détails invisibles aux autres. Il se comportait non pas comme un homme enquêtant sur un décès, mais comme quelqu'un qui inventorie les âmes humaines. Le plus proche de la cheminée se tenait Edward Cavendish, le neveu de Lady Eleanor, grand, beau, mais doté d'une nervosité qui trahissait un homme peu habitué à l'immobilité. Sa main droite se dirigea à plusieurs reprises vers la poche de son gilet, où Poirot remarqua la silhouette floue d'un étui à cigarette. Le regard d'Edward se posait sur la porte à chaque ouverture, comme s'il attendait ou redoutait une nouvelle arrivée. À côté de lui
Son expression calme, mais ses jointures blanches autour d'une tasse de thé, était assise Clara Cavendish, sa femme. Femme d'une force tranquille, elle semblait incarner la retenue, mais Poirot voyait quelque chose de fragile dans son sang-froid, une femme s'accrochant trop à sa dignité, comme si elle craignait qu'elle ne lui échappe. Puis il y avait mademoiselle Béatrice Cavendish, la sœur célibataire de Lady Eleanor. Son visage était sévère, sa bouche étroite, son regard aussi perçant et froid que l'acier. C'était elle, semblait-il, qui avait découvert le corps. Pourtant, même à cet instant, elle paraissait moins accablée de chagrin qu'indignée, comme si la mort elle-même avait été une impertinence visant la réputation de sa famille. Au fond de la pièce se tenait Monsieur Harold Finch, l'avocat de Lady Eleanor. Petit homme chauve, ses lunettes glissant sans cesse sur son nez, il avait l'air de s'excuser sans cesse de sa propre existence. Il serrait une serviette en cuir, comme si elle contenait sa colonne vertébrale, et enfin, dans un coin près des porte-fenêtres, assit mademoiselle Violet King, la compagne de Lady Eleanor. C'était une créature frêle et pâle, aux yeux bien trop grands pour son visage, des yeux qui vacillaient entre chaque interlocuteur avec une intelligence nerveuse. Son attitude rappelait à Poirot celle d'un oiseau, fragile, vigilante, facilement effrayée. L'inspecteur Grange, debout devant la cheminée, l'air suffisant, s'éclaircit la gorge. Maintenant que tout le monde est là, commença-t-il, peut-être que M. Poirot nous fera part de ses intentions. Mais attention, je ne vois pas grand mystère ici. La dame avait le cœur fragile et la porte était verrouillée de l'intérieur. L'expression de Poirot ne changea pas. Et pourtant, dit-il doucement, vous avez convoqué Hercule Poirot de Londres pour examiner une mort qui, selon vous, est des plus naturelles. Curieux, n'est-ce pas ? Grange rougit. Eh bien, les circonstances étaient inhabituelles. La clé, par exemple. Oh oui, la clé qui ne devrait pas exister, dit Poirot. Ses yeux brillaient faiblement. Dites-moi, inspecteur, avez-vous découvert où elle se trouve ? Grange se tortilla, mal à l'aise. Nulle part, semble-t-il. La famille m'assure qu'il n'y a pas de serrure correspondante dans la maison. Nous avons essayé tous les tiroirs, tous les placards. Elle ne rentre dans aucun. Poirot hocha lentement la tête, puis se tourna vers le groupe. Alors, mesdames et messieurs, posons-nous une question simple. Pourquoi une dame meurt-elle avec une clé qui n'ouvre rien ? Le silence qui suivit était presque palpable. Poirot le laissa s'éterniser, savourant la tension tel un chef d'orchestre prolongeant une pause avant la note finale. Edward Cavendish prit la parole le premier. Vous ne sous-entendez tout de même pas, quoi ? Que quelqu'un l'a planté là, que la mort de ma tante était tout sauf naturelle. La moustache de Poirot se redressa. Je ne suggère rien, monsieur. Je constate simplement que le plus petit objet, même une clé, peut révéler le plus grand des mystères. Il s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil. Les jardins s'éteignaient dans le crépuscule, les dernières lueurs du jour se reflétant sur le bassin d'agrément. Vous étiez tous là aujourd'hui, non ? Chacun d'entre vous, présent pour l'annonce de Lady Eleanor ? Oui, répondit sèchement mademoiselle Béatrice. Ma sœur souhaitait discuter de la répartition de ses biens. C'était peut-être insensé de nous convoquer tous pour cela, mais elle aimait les petits drames. Poirot se retourna. Vous dites qu'elle devait modifier son testament. Béatrice renifla. Elle l'a dit. Mais Dieu sait ce qu'elle avait l'intention de faire. Peut-être pour tout laisser à cette fille. Elle fit un signe de tête vers Miss King, dont les yeux s'écarquillèrent d'inquiétude. Je vous assure, balbutia Violette. Lady Eleanor a été gentille avec moi, mais elle n'a jamais parlé de telles choses. Poirot inclina la tête, observant la jeune fille avec une légère curiosité. Et pourtant, mademoiselle, tu étais son compagnon. Tu voyais ses humeurs, ses visiteurs, ses lettres ? Non ? J'ai fait ce qu'on m'a demandé, rien de plus. Ah, dit doucement Poirot, mais parfois ce qui est pas dit que c'est le plus intéressant de tous. Il retourna dans la pièce. Dites-moi, qui a vu Lady Eleanor vivante pour la dernière fois ? Il y eut un bref silence inconfortable. Oui, répondit Edward. Elle a demandé à me parler en privé vers 15 heures. Elle semblait agitée. Elle a parlé d'une lettre qu'elle avait reçue. Mais quand j'ai demandé à la voir, elle a refusé. Puis elle m'a congédié. Poirot haussa les sourcils. Et cette lettre, c'est peut-être celle qu'elle a brûlée ? Je ne saurais le dire. Je ne l'ai jamais vue. Poirot le regarda fixement. A-t-elle mentionné de quoi il s'agissait ? Edward hésita, puis secoua la tête. Seulement que ça venait de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas, je pensais qu'elle était mélodramatique. Les yeux de Poirot brillèrent d'une satisfaction silencieuse. Bien, et après que tu l'aies quittée, je suis allé fumer sur la terrasse.
Clara était dans le jardin, Béatrice était encore en train de s'habiller à l'étage, et Violette était avec la gouvernante. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Poirot hocha la tête. Et à quelle heure l'a-t-on trouvée 17h moins 20, dit Béatrice sèchement. Comme elle n'est pas descendue prendre le thé, je suis allé dans son bureau. La porte était fermée à clé. Édouard l'a forcée. Et elle était déjà morte ? Oui. Poirot croisa les mains. Puis, en l'espace de 2 heures, Lady Eleanor reçut une lettre, la brûla, s'enferma et mourut avec une clé qui n'appartient à personne. C'est très intéressant. Grange s'éclaircit la gorge. À mon avis, il y a quelque chose dans cette lettre qui l'a énervé. Trop d'excitation à son goût et c'est tout. Poirot sourit faiblement. Peut-être. Ou peut-être que son cœur s'est arrêté pour une toute autre raison. Dites-moi, inspecteur, quand vous êtes entré, avait-elle la clé dans la main ? Oui, serré fort. On a dû le dégager. L'expression de Poirot devint pensive. Et pourtant, une mourante pense rarement à saisir une clé, à moins qu'elle ne signifie quelque chose pour elle, une clé qui ne mène à rien. Et pourtant, elle la tenait comme si c'était son dernier bien. Il se tourna vers l'avocat, Maître Finch, resté silencieux jusque-là. Monsieur Finch, vous êtes l'avocat de la famille, n'est-ce pas ? Vous avez rédigé le testament de Lady Eleanor ? Finch toussa nerveusement. Oui, monsieur Poirot. Plusieurs fois, en fait. La dernière fois, c'était l'année dernière. Mais elle m'a écrit la semaine dernière pour me demander une nouvelle version. Elle voulait faire des révisions. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. Des révisions ? En faveur de qui ? Je ne sais pas. La lettre me demandait seulement d'apporter les documents nécessaires lors de ma visite lundi. Poirot hocha lentement la tête. Et pourtant, elle a convoqué tout le monde ici avant cette visite. Très bien. Il s'approcha du feu, contemplant la faible lueur des braises, là où la lettre avait brûlé. Une légère odeur de cendre flottait encore dans la pièce. « Dites-moi, murmura-t-il, quelqu'un a-t-il fouillé soigneusement les cendres ?»« Oui, dit Grange. Il ne reste que des fragments noircis. »« Ah, dit doucement Poirot, mais parfois, même parmi les cendres, on peut trouver une étincelle. » Il se tourna vers l'assemblée, le regard calme mais brillant de détermination. « Messieurs, mesdames, vous me pardonnerez, mais je dois demander à ce que personne ne quitte Thornley Court ce soir. Tant que je n'aurai pas discuté davantage avec chacun d'entre vous, ce serait prématuré. » Les lèvres de Béatrice se pincèrent. « On est suspect, alors ?» Poirot s'inclina légèrement. « Jusqu'à ce que la vérité soit connue, tout le monde est suspect, même ceux qui paraissent les plus innocents. » Il se dirigea vers la porte, marquant une courte pause tandis que les dernières lueurs du soir éclairaient en ses chaussures cirées. « Il y a un mystère ici, inspecteur, un mystère délicat, et comme tout, il exige patience et précision. » Il sourit faiblement. « Pour l'instant, je vais commencer par le bureau lui-même. Car, même si la dame est partie, la pièce, je crois, s'en souvient encore. » Et sur ces mots, Hercule Poirot quitta le salon, laissant derrière lui un silence lourd de malaise, et le faible écho de ses paroles persistant comme le tic-tac d'une horloge invisible. Chapitre 3. La pièce qui se souvenait. Le bureau de Lady Eleanor Cavendish était une pièce d'une grandeur solennelle, bordée d'étagères en acajou et imprégnée d'un léger parfum de lavande et de vieillissement. Les lourds rideaux avaient été tirés, et la lumière mourante du soir traversait la pièce, éclairant le fauteuil où la mort s'était si discrètement installée. Poirot entra le premier, suivi de l'inspecteur Grange, dont le pas était lourd et disgracieux. Le petit Belge s'arrêta sur le seuil, la tête légèrement inclinée, son regard parcourant chaque recoin de la pièce. Pour un œil non averti, c'était une pièce ordinaire, troublée seulement par la tragédie. Pour Poirot, c'était le théâtre de la folie humaine, et chaque objet était un témoin potentiel. Il resta immobile pendant près d'une minute, puis, sans un mot, il traversa la pièce d'un pas délicat et mesuré, comme s'il craignait d'offenser la poussière elle-même. « Observez, inspecteur, murmura-t-il, la scène d'un crime, si crime il y en a un, parle son propre langage. Il faut écouter très attentivement. » Grange renifla doucement. « Ça n'a pas l'air de me dire grand-chose. » Poirot sourit faiblement. « C'est parce qu'il ne parle pas anglais, mon ami. Il parle en silence. » Le fauteuil se trouvait près de l'âtre, légèrement incliné par rapport à son angle habituel, comme si Lady Eleanor avait fait face au feu quelques instants avant sa mort. La tasse de thé à côté d'elle, encore à moitié pleine, avait été retirée par l'agent un peu plus tôt, mais Poirot remarqua un léger cerne d'humidité sur la petite table d'appoint, un cercle légèrement taché, comme si la tasse avait été remplacée plus d'une fois.
Tiens, murmura Poirot, un buveur de thé agité, peut-être ? Ou quelqu'un interrompu. Il se tourna vers la cheminée. Les cendres étaient grises, les restes de papier presque entièrement réduits en poussière. Pourtant, agenouillé avec précaution, Poirot examina la grille avec une patience infinie. Avec une pince à épiler empruntée à sa trousse de toilette, polie, bien sûr, il en extraya un fragment de parchemin brûlé, pas plus grand qu'un timbre-poste. Une seule marque y était gravée, la courbe inférieure de ce qui aurait pu être la lettre. Les yeux de Poirot brillèrent. Une lettre, murmura-t-il. Partiellement détruite, mais toujours vivante, il faut toujours garder espoir. Grange jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. On ne voit pas grand-chose, n'est-ce pas ? Au contraire, dit Poirot. On voit bien que Lady Eleanor avait l'intention de faire disparaître complètement cette lettre, et pourtant, dans sa hâte, elle a échoué. Cela indique qu'elle était perturbée, émotionnellement agitée. Une femme aussi rigoureuse dans la vie n'aurait pas laissé derrière elle une destruction aussi imparfaite si quelque chose n'avait pas ébranlé son sang-froid. C'est déjà intéressant. Il se leva, son regard se portant alors vers le bureau près de la fenêtre. La surface était impeccable, pas de papiers éparpillés, pas de stylos décapsulés. Mais l'œil perçant de Poirot détecta la faible trace du contour d'une enveloppe sur le buvard. Il la toucha légèrement d'un doigt, ganté. « Elle a écrit », dit-il doucement. « Ou peut-être a-t-elle lu quelque chose d'important. Inspecteur, avez-vous examiné les tiroirs ? Toutes, fermées à clé, mais aucune clé n'a disparu. Nous n'avons trouvé que de la correspondance, des factures et des lettres de famille. » Poirot hocha la tête distraitement, puis regarda la petite clé en laiton qu'on avait prise des mains de Lady Eleanor. Elle reposait maintenant sur le bureau, luisant faiblement sous la lumière de la lampe. Poirot s'en approcha avec la révérence d'un prêtre s'approchant d'une relique. Il se pencha pour l'étudier. Une chose curieuse, non ? Il est d'une facture ancienne. Voyez les dents taillées à la main, l'archet orné. 19e siècle, peut-être. Pourtant poli, comme s'il avait été manipulé récemment. Il sortit un mouchoir de sa poche et, avec une précision méticuleuse, souleva la clé de la lampe. Remarquez-vous, inspecteur, la faible trace d'une fibre rouge coincée dans la rainure ? Un fil, peut-être de tissu ou de tapisserie. Grange fronça les sourcils. Alors qu'est-ce que ça te dit ? Que la clé, avant de trouver sa place dans la main de Lady Eleanor, ait été en contact avec une substance rougeâtre. Des rideaux, peut-être, ou un vêtement. Grange croisa les bras. Tu crois que quelqu'un lui a donné cette clé ? Poirot sourit légèrement. Je pense, mon cher Grange, que Lady Eleanor était donné quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Une clé qui n'appartenait à aucun endroit de son monde et pourtant devait en provenir. La question est, qui a bien voulu la lui donner ? Il posa la clé et l'aligna soigneusement sur le buvard. Maintenant, observez la serrure de la porte, inspecteur. Vous avez dit qu'elle était verrouillée de l'intérieur ? C'est vrai, on a dû l'ouvrir. Poirot examina le mécanisme avec une attention minutieuse. Le pêne est vieux mais robuste. Aucune manipulation extérieure, en effet. Mais regardez, la clé de cette serrure est longue et fine, très différente de celle qu'elle tenait. Alors, elle ne s'est pas enfermée avec que clé. Il se retourna, les yeux brillants. C'est pourquoi cet objet qu'elle serrait avait une autre signification. Du sentiment, peut-être. Ou de la peur. Grange soupira. Ou peut-être qu'elle l'a juste ramassé. Les vieilles dames gardent des bibelots, tu sais. Poirot lui lança un regard patient. Vous êtes très anglais, mon ami. Vous préférez la simplicité. Hélas, la nature humaine n'est pas simple. Il s'éloigna de la porte, croisant les bras derrière lui. Lady Eleanor Cavendish était une femme de contrôle, de tradition, non. Et pourtant, dans ces derniers instants, elle est seule, angoissée, brûlant une lettre, tenant une étrange clé. Cela, je crois, ne témoigne pas d'une crise cardiaque, mais de quelque chose de psychologique. Un moment de confrontation, peut-être même de terreur. Grange se gratta le menton. Si vous avez raison, il devait y avoir quelqu'un dans la maison. Aucun signe d'effraction. Poirot inclina la tête. Justement, le meurtrier, s'il y en a un, fait partie de ceux qui l'aimaient ou prétendaient l'aimer. Il s'approcha de la cheminée et examina la disposition des photographies. Il y avait celle d'Edward Cavendish en uniforme militaire, une autre de Clara, la main sur le bras de son mari, une autre de Béatrice, jeune femme, aux côtés de Lady Eleanor, toutes deux figées par le formalisme édouardien. Et puis, légèrement à l'écart, un petit cadre argenté affichait l'image d'un jeune homme au regard clair et au sourire assuré. Poirot le désigna du doigt. Celui-ci, je ne l'ai pas vu parmi la famille. C'est Michael Cavendish, dit Grange.
le petit-fils de Lady Eleanor, décédé dans un accident il y a 3 ans, accident de voiture à l'étranger. Ah, le ton de Poirot était doux. La tragédie qui laisse une ombre sur une famille. Dites-moi, était-il proche de sa grand-mère? Très bien. On dit qu'elle ne s'en est jamais remise. Poirot hocha lentement la tête, les yeux fixés sur la photographie. Alors, inspecteur, peut-être que le passé est revenu frapper à la porte de Thornley Court. Il se retourna brusquement. Il y a Fauclair encore une chose que j'aimerais voir, le passage des domestiques derrière cette pièce. Vous l'avez examiné? Il n'y a que de la poussière et des araignées, dit Grange. Pas d'autre entrée pour le bureau. Poirot s'approcha du mur, ses doigts parcourant les boiseries jusqu'à trouver une légère empreinte. Et pourtant, voyez-vous, le panneau est plus récent ici. Non, remplacé plus récemment que les autres. Une porte secrète existait autrefois, peut-être scellée il y a longtemps. Il tapota doucement, et le son creux qui lui répondit fit naître une lueur d'amusement sur son visage. Alors, les murs se souviennent, même si la famille ne s'en souvient pas. Grange fronça les sourcils. Tu crois que quelqu'un a utilisé ça pour entrer? Pas forcément, répondit Poirot. Mais si l'on souhaite cacher un secret, l'endroit idéal est celui où personne n'oublie de regarder. Il jeta un dernier coup d'œil à la pièce. La tasse de thé vide, les cendres brûlées, la faible trace de lavande encore présente dans l'air. Oui, murmura-t-il, à moitié pour lui-même. La pièce se souvient, mais seulement pour ceux qui savent écouter. Se tournant vers la porte, Poirot ajusta sa cravate et lissa sa moustache immaculée. Inspecteur, nous allons reparler avec la maisonnée. Je souhaite leur demander à chacun de se souvenir des dernières heures de Lady Eleanor. Mais pas ensemble, séparément. Car en société, on dit ce qui est convenable. Seul, on dit ce qui est vrai. Grange hocha la tête à contre-cœur. D'accord, qui commence? Poirot esquissa un léger sourire. La compagne, mademoiselle Violette King. Il y a dans ses manières un tremblement qui suggère plus que de la peur, c'est le tremblement de quelqu'un qui a trop vu et trop peu parlé. Alors qu'il quittait le bureau, Poirot jeta un dernier regard par-dessus son épaule vers la chaise près du chapitre 4. Le compagnon parle. Mademoiselle Violette King était assise dans le petit salon de Thornley Court, les mains jointes sur ses genoux, ses doigts fins pâles contrastant avec le tissu sombre de sa robe. L'horloge sur la cheminée tic-taquait doucement, chaque son marquant le silence entre ses respirations. Lorsque Poirot entra, elle se leva aussitôt, surprise, comme un oiseau prêt à s'envoler. Mademoiselle, dites à Poirot, en s'inclinant légèrement. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas, asseyez-vous, je vous en prie. Je désire seulement parler, tout bas, tranquillement, de Madame Cavendish. Violette obéit et se rassit dans son fauteuil. Son regard se porta sur lui, méfiant et pourtant étrangement confiant. Je ne sais pas si je peux vous être d'une grande aide, monsieur Poirot, dit-elle à voix basse. Lady Eleanor a toujours été gentille avec moi, mais c'était une femme réservée. Poirot s'assit en face d'elle, sa posture soignée, ses doigts joints. Ah oui, et pourtant, tu étais souvent avec elle. Tu observais ses habitudes, ses humeurs. Tu savais, mieux que quiconque, quand quelque chose troublait sa paix. Chapitre 5. Le murmure dans les couloirs. La pluie était revenue le soir, claquant doucement contre les vitraux de Thornley Court, comme si l'orage lui-même cherchait à pénétrer à l'intérieur pour assister au drame qui se déroulait à l'intérieur. Poirot, toujours attentif à l'atmosphère, le remarqua en accompagnant l'inspecteur Grange dans le couloir supérieur. « Le temps, mon ami, dit-il, est parfois le reflet de l'âme humaine. Observez, chaque goutte cherche son chemin, se tordant, se divisant, se rejoignant, comme le font les motivations des hommes. » Grange grogna. « C'est mouillé, c'est tout ce que je vois. » Poirot sourit avec indulgence. « Ah, mais c'est parce qu'on ne regarde qu'avec les yeux, il faut regarder avec l'escompréhension. » Ils s'arrêtèrent devant une haute fenêtre donnant sur la cour en contrebas. Une silhouette solitaire traversait les pierres, Clara Cavendish, sa cape serrée contre la pluie. Elle marchait rapidement, presque furtivement, vers l'aile ouest. « murmura Poirot. « Madame Cavendish marche comme quelqu'un qui ne veut pas être vu. »« Sa chambre est à l'est, murmura Grange. Que fait-elle là-bas ?»« Exactement. Nous allons nous renseigner, mais pas encore. » Poirot poursuivit son chemin et s'arrêta devant un couloir latéral qui menait au quartier des domestiques. La lumière y était faible, l'air plus froid. Il pencha la tête et remarqua un léger bourdonnement, une mélodie doucement chantée. Au coin de la rue, ils trouvèrent Madame Ben, la gouvernante, en train d'astiquer un chandelier en laiton avec une dévotion quasi religieuse. « Oh, bonsoir, Madame Ben !»
dit Poirot d'un ton aimable. Vous travaillez tard. La femme sursauta, puis se reprit avec un sourire crispé. Je n'ai pas pu dormir, monsieur. La maison paraît étrange sans madame. En effet, dit doucement Poirot. Vous avez été longtemps à son service, je crois. 22 ans, monsieur. Je suis arrivé ici quand mademoiselle Clara était encore une petite fille. Alors vous connaissez bien les habitudes de madame. La voix de Poirot était douce. Dites-moi, ces dernières semaines, avez-vous remarqué un changement? Une certaine nervosité, peut-être? Madame Baines hésita, jetant un coup d'œil vers Grange. Eh bien, monsieur, elle était restée silencieuse, pensive. Elle passait des heures dans son bureau à écrire des lettres, même si peu sortaient. Et elle m'a demandé, sans prévenir, d'aller chercher de vieilles malles au grenier, des papiers de famille, m'a-t-elle dit. De vieilles malles. Poirot se pencha légèrement. C'est curieux. Est-ce qu'elle les a fouillés elle-même? Elle l'a fait, monsieur. Elle est restée avec eux pendant des jours. Elle a aussi brûlé quelques objets au feu. Elle a dit qu'il valait mieux les oublier. Poirot haussa les sourcils. Ah, et a-t-elle reçu des visiteurs? Seulement monsieur Édouard, madame Clara et mademoiselle Béatrice, et mademoiselle King, bien sûr. Pas des inconnus, monsieur. Quoique la voix de la femme baissa. Il y avait une lettre. Une lettre? Répéta doucement Poirot. De qui? Je ne saurais le dire. Arrivé 2 jours avant sa mort. Enveloppe simple, timbre étranger. Elle l'a lu seule dans son bureau, et après ça, elle semblait différente, pâle, nerveuse. Poirot échangea un regard avec Grange. Et qu'est-il advenu de cette lettre? Elle l'a brûlée, monsieur, le soir même. J'ai vu la fumée sortir de la cheminée. J'étais dans le jardin, mais plus tard, quand je suis allé ranger, il restait un morceau de papier dans la grille. L'expression de Poirot s'accentua. Un fragment? Oui, monsieur, je l'ai balayé. Il y avait un mot, ça ressemblait à qui, ou peut-être à kill, je n'en étais pas sûr. Les lettres avaient à moitié disparu. Les yeux de Poirot brillèrent. Merci, madame Baines, vous m'avez été d'une grande aide. Après son départ, Grange se gratta la tête. Alors, la lettre qu'elle a brûlée pourrait-elle être la même que celle que tu as retrouvée dans les cendres, Saint-Astier? Précisément. Et le mot qu'elle évoque, qu'il s'agisse de qui ou de Kiel, a son importance. Peut-être les deux. Kiel est en Allemagne, n'est-ce pas? Dit Grange. Poirot hocha la tête. Tout à fait. Et cela expliquerait le cachet étranger. Le défunt mari de Lady Eleanor avait des affaires dans le nord de l'Allemagne il y a de nombreuses années, n'est-ce pas? C'est ce qu'on m'a dit. Alors peut-être que le passé de Thornley Court remonte plus loin qu'on ne l'imagine. Poirot s'arrêta près d'une fenêtre, le regard perdu sous la pluie. Dites-moi, inspecteur, cette famille a-t-elle des difficultés financières? Grange haussa les épaules. Difficile à dire. La société d'Edward Cavendish a essuyé un revers l'année dernière, mais elle sauve les apparences. Le domaine est sous séquestre, Lady Eleanor en contrôlait la majeure partie. Ah, les yeux de Poirot s'illuminèrent. Alors, sa mort, si elle n'est pas naturelle, modifie l'équilibre des pouvoirs. Il continua le couloir, les mains jointes dans le dos, jusqu'au grand escalier. Des voix faibles parvinrent d'en bas, la voix de Clara, basse et tendue, s'adressant à son frère près du salon. Poirot fit signe de se taire et écouta. « Edward, tu ne dois pas dire ça, » murmurait Clara avec insistance. « Si quelqu'un entend, laissez-les faire, » répondit Edward avec amertume. « Elle nous a traités comme des enfants jusqu'au bout. Je ne regrette pas que ce soit fini. »« Tu ne le penses pas? Je le fais. Et si cette foutue volonté dit le contraire ?» Poirot fronça les sourcils et se détourna discrètement. « La nature humaine, inspecteur, dit-il doucement, elle n'est jamais aussi simple que le deuil. » Plus tard, dans la nuit, Poirot retourna seul dans le bureau. Le feu avait été rallumé et les ombres dansaient comme des témoins silencieux sur les étagères. Il sortit de sa poche le petit morceau de parchemin brûlé qu'il avait conservé. Le plaçant sous sa loupe, il examina une fois de plus la courbe d'encre décolorée. La lettre, peut-être une G, semblait désormais moins certain. Cela aurait pu faire partie d'un ET ou d'un mot se terminant par E. Il sourit faiblement. Ah, peut-être que Notre-Dame Éléonore a reçu un message concernant une clé, le clé. Il le remit soigneusement en place. Son regard retomba sur la photo de Michael Cavendish, le jeune homme dont la mort projetait encore son ombre sur la maison. La voix de Poirot, lorsqu'il parla, était presque tendre. « Mon pauvre garçon, étais-tu, toi aussi, un gardien de secret ?» Un léger craquement interrompit ses pensées.
Le faible grincement d'une planche juste derrière la porte. Poirot se figea. La maison était silencieuse, la famille endormie. Pourtant, il était là, à nouveau. Un murmure de mouvement, une ombre qui se déplaçait dans le couloir. Il tourna brusquement la poignée et sortit, mais le passage était vide. Seulement la pluie à la fenêtre, et l'écho de pas qui aurait pu être réel. Ou imaginé. Poirot sourit intérieurement. Ah, murmura-t-il. Quelqu'un écoute là où il ne faut pas. Très bien. Demain, nous commençons à perturber le calme du cœur coupable. Il ferma doucement la porte du bureau derrière lui, le bruit englouti par les couloirs murmurants de Thornley Court, une maison qui, comme ses habitants, semblait respirer des secrets à chaque soupir du vent. Chapitre 6. Les ombres du passé. Le matin se leva pâle et incertain sur Thornley Court, la brume s'accrochant aux pelouses comme si elle répugnait à dévoiler les secrets enfouis. Poirot se leva tôt, comme à son habitude, et déjeuna en silence, tandis que son esprit organisait les fragments d'informations recueillis jusque-là, la lettre brûlée, la clé mystérieuse, l'ombre qui se mouvait dans la nuit. Chacun était un fil, et lui, Hercule Poirot, les tisserait pour en faire un motif. Au moment où l'inspecteur Grange le rejoignit, Poirot était déjà à la fenêtre, regardant pensivement vers l'aile ouest. « Bonjour, monsieur Poirot, » dit Grange en se frottant les mains. « Vous êtes debout depuis l'aube, je parie. »« Ah, mais oui, » répondit Poirot d'un ton léger. « Le sommeil est une bonne chose, mon ami, mais la réflexion, c'est là le véritable repos du cerveau. » Grange rit doucement. « Tu as réfléchi à la lettre, je suppose ?»« Sur la lettre et sur les gens, » dit Poirot. « Toujours sur les gens, car ce sont eux, et non le papier ou la cendre, qui commettent les crimes. » Il se retourna. « Venez, inspecteur, nous allons à pied. » Ils traversèrent d'Effingham le hall où les portraits des Cavendish, morts depuis longtemps, les observèrent d'un regard désapprobateur. L'air sentait encore légèrement la fumée. Non pas celle des cheminées, mais celle de quelque chose de plus ancien, de plus profond, la trace persistante de secrets réduits en cendres. Dehors, le gravier crissait sous leurs pieds. La pluie avait cessé et le monde semblait fraîchement lavé. Sauf Thornley, qui pesait comme une forteresse de culpabilité. Le regard perçant de Poirot balaya la façade, s'arrêtant sur les fenêtres de l'aile ouest. Lady Eleanor gardait cette partie fermée à clé, remarqua Grange. Elle disait qu'elle était impropre à recevoir des invités. Fermée, dit doucement Poirot. Un mot très intéressant, n'est-ce pas? Et pourtant, je pense que quelqu'un avait une clé. Edward, peut-être. Ou peut-être une autre. La moustache de Poirot tressaillit. J'aimerais bien voir cette aile. À l'intérieur, l'aile ouest était plus fraîche. L'air stagnant. La poussière enveloppait les meubles et le silence pesait lourdement sur les sens. Les chaussures genoux vernies de Poirot résonnaient légèrement sur le parquet tandis qu'il explorait. Un long couloir menait à une porte, en chêne massif, munie d'une vieille serrure. Poirot l'examina attentivement. « Voyez-vous, inspecteur, voici la poussière, restée intacte pendant des semaines. Mais sur le manche, une légère trace de cirage. Quelqu'un l'a touchée récemment. » Grange se pencha pour regarder. « Tu crois qu'il était ouvert ?»« Je pense, dit Poirot, que Lady Eleanor n'était pas la seule à marcher ici avant sa mort. » Avec une petite clé, Grange déverrouilla la porte. Les gonds grincèrent. Lorsqu'elle s'ouvrit sur une pièce étroite et sombre, un bureau privé, depuis longtemps oublié, des toiles d'araignée drapaient les coins, mais le centre de la pièce portait la marque d'une utilisation récente, une chaise tirée, et sur la table, une pile de registres, le dernier entr'ouverte. Poirot s'avança délicatement. « Vous remarquerez, inspecteur, que le papier est neuf. Ce n'était pas une relique, quelqu'un les a étudiés récemment. » Il se pencha pour lire, l'écriture était nette et disciplinée. Des documents financiers, des expéditions, des transactions. Murmura-t-il. L'affaire de feu monsieur Cavendish, peut-être, ou quelque chose de plus. Grange fronça les sourcils. De la contrebande, peut-être, ou du chantage, dit doucement Poirot. Mais nous ne savons pas encore contre qui. Un léger bruissement les fit se retourner. Béatrice Cavendish se tenait sur le seuil, son visage pâle, encadré par l'ombre. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'un ton sec, bien que ses mains tremblaient à ses côtés. « Mademoiselle, » dit Poirot d'une voix doucereuse, « nous explorions ce que Lady Eleanor avait choisi de cacher. Vous semblez perturbé ?» Ses yeux clignèrent. « Non, juste surprise. Cette pièce est fermée depuis des années. » L'expression de Poirot était bienveillante, presque paternelle. Pourtant, quelqu'un, peut-être, l'a rouverte. Elle hésita. « Si vous parlez de moi, monsieur Poirot, vous vous trompez. Je n'ai jamais eu de clé. » Poirot inclina la tête.
Ah non, bien sûr que non. Mais vous connaissiez cette pièce? Oui. Mon père l'utilisait avant de mourir. J'étais enfant à l'époque, mais je me souviens du bruit de sa machine à écrire. Maman n'y est jamais entrée après. Elle disait qu'il valait mieux la laisser sceller. Poirot remarqua le détail. Et pourtant, dit-il doucement, Lady Eleanor n'a pas détruit ses registres en brûlant ses papiers. Elle les a laissés ici. Pourquoi? Peut-être craignait-elle ce qu'ils contenaient. Les lèvres de Béatrice se pincèrent. Ma mère ne craignait rien, monsieur Poirot, mais elle était hantée. Par quoi, mademoiselle? Elle détourna le regard. De mémoire. Poirot l'observa. Dites-moi, a-t-elle jamais parlé de son fils, de Michael? Une ombre passa sur son visage. Pas souvent. Elle gardait son portrait dans son bureau. Je crois que sa mort a brisé quelque chose en elle. Poirot resta silencieux un instant. Oui, dit-il enfin, le chagrin d'une mère peut façonner toute sa vie et sa mort. Quand Béatrice partit, Grange poussa un long soupir. Elle cache quelque chose. Mais naturellement. Ils le sont tous, dit Poirot. Mais sa peur, ce n'est pas la culpabilité. C'est héritage. Ils quittèrent l'aile ouest et retournèrent au salon où le reste de la famille s'était réuni. Clara, Edward, Béatrice et Miss King. L'atmosphère était tendue. La conversation s'éteignit à l'entrée de Poirot. Il s'inclina légèrement. Messieurs et mesdames, permettez-vous que je vous pose quelques petites questions. Formantes questions. Edward croisa les bras. Vas-y. Le regard de Poirot parcourut le groupe. Dites-moi, qui parmi vous connaissait la chambre de l'aile ouest? Silence. Puis Clara parla avec hésitation. Oui, maman me l'a montré une fois, il y a des années. Et depuis? Personne n'est venu, intervint Edward sèchement. La porte était verrouillée. Poirot hocha la tête. Verrouillée? Oui, mais peut-être qu'une nuit, on a trouvé une clé qui n'aurait pas dû exister. Béatrice frissonna. Tu veux dire? Poirot leva la main. Je ne veux rien dire, pour l'instant, mais quelqu'un a ouvert cette porte récemment, et si Lady Eleanor a découvert qui elle était, cela pourrait expliquer les circonstances de sa mort. La tension s'accentua. Les mains de Clara se tordirent sur ses genoux, la mâchoire d'Edward se crispa. Poirot les observa tous, son regard doux, mais pénétrant. Finalement, il sourit. « Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vous demande simplement de ne pas quitter la maison pendant les 2 prochains jours. Il me reste encore beaucoup à voir. » Lorsqu'ils se dispersèrent, Grange murmura « Vous les agitez, c'est ce que vous faites. » Ah oui, dit Poirot sereinement. Pour attraper un poisson, il faut d'abord remuer l'eau. Cette nuit-là, la brume revint, enveloppant Thornley de silence. Poirot, insomniaque, arpentait le couloir devant le bureau. Quelque part, chapitre 7. Minuit dans l'aile ouest. La silhouette avançait avec détermination, silencieuse, mais méfiante, sa lampe projetant un cercle doré, tremblant le long des murs du couloir. Poirot le suivait à distance mesurée, ses chaussures ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis. L'air était frais, ce froid qui semblait appartenir, non pas à l'heure actuelle, mais à la maison elle-même. L'étranger, car il ne pouvait pas encore le distinguer, s'arrêta devant la porte de l'aile ouest. Le faible éclat métallique attira l'attention de Poirot. Une clé, ancienne et ouvragée. Elle se glissa dans la serrure sans hésitation. La porte s'ouvrit avec un léger clic. Poirot attendit que l'intrus se glisse à l'intérieur, puis s'avança furtivement et regarda par l'étroite ouverture avant qu'elle ne se referme. La lueur de la lampe éclaira les étagères familières, le bureau et les registres à l'intérieur, la chambre interdite de Lady Eleanor. Poirot resta immobile un instant, puis il se retourna et disparut sans bruit dans l'ombre. Il n'entra pas encore. L'interrompre serait perdre ce qu'il désirait le plus, la vérité dévoilée par la main du coupable. Au lieu de cela, il s'est retiré au bout du couloir, se positionnant là où il pouvait observer sans être vu. Les minutes passèrent, une page se tourna, le grincement de la chaise, le léger bruissement des papiers, puis un halètement soudain étouffé presque aussitôt. Les yeux de Poirot se plissèrent. Un bruit de mouvement précipité suivit. Un tiroir s'ouvrit, puis se referma. Puis le silence. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et la silhouette apparut. C'était Clara Cavendish. Son visage était pâle, ses yeux brillaient étrangement à la lumière de la lampe. Elle se tourna pour refermer la porte, les doigts tremblants. Poirot remarqua attentivement la clé, en laiton, avec une poignée ornée d'une fleur de lys. Clara hésita, puis glissa la clé dans la poche de sa robe de chambre
et retourna rapidement dans le couloir. Poirot la laissa passer, invisible. Lorsqu'elle disparut au coin de la rue, il s'avança, examinant le trou de la serrure et le léger parfum de lilas qui flottait dans l'air. Il sourit faiblement. Alors, murmura-t-il, la clé fait existe, et Madame Clara en est la gardienne. Le lendemain matin, le petit déjeuner à Thornley Court fut une affaire embarrassante. Édouard était assis, sombre et silencieux, derrière son journal. Béatrice remuait son thé sans boire. Clara arriva en retard, son sang-froid fragile. Poirot les observa tous avec la patience délicate d'un chat qui s'apprête à bondir. Il s'engageait dans une conversation légère. Le temps, le domaine, la qualité du pain grillé anglais, mais sous sa civilité se cachait le tranchant aiguisé de l'intention. Finalement, dit-il d'une voix douce, « J'ai fait une petite promenade hier soir. Quelle heure paisible. On pourrait croire que les couloirs de Thornley sont moins accueillants après la tombée de la nuit. » Edward leva les yeux. « Tu ne le dis pas. » Poirot continua doucement. « Et pourtant, je les ai trouvés. Pas abandonnés. » La tasse de Clara tinta contre sa soucoupe. Le regard de Poirot se posa sur elle, bienveillant mais impitoyable. « Madame Cavendish, vous êtes bouffée peut-être de celle qui apprécie les promenades nocturnes. Le clair de lune était si beau, n'est-ce pas ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Oui, je n'arrivais pas à dormir. »« Ah, l'insomnie, une terrible maladie, » dit-il avec une politesse parfaite. « Et vous vous êtes peut-être retrouvée dans l'aile ouest ?» Il y eut un moment de silence. Puis elle se redressa, le menton légèrement tremblant. « J'ai peut-être passé à côté. Pourquoi cette question ?» Poirot inclina la tête. « Parce que, madame, la curiosité est une qualité humaine. Quand on possède une clé Manson, même si elle ne devrait pas exister, il est difficile de résister à la tentation de l'utiliser. » Edward posa violemment son journal. « Que diable insinues-tu, Poirot ?»« Rien, mon ami, dit Poirot calmement. Je constate simplement. » Clara se leva brusquement, ses joues se détendirent. « J'avais parfaitement le droit d'être là. Cette chambre appartenait à mon père. »« Vraiment ?» La voix de Poirot s'adoucit. « Et que cherchiez-vous là-bas ?»« Je voulais comprendre pourquoi ma mère la gardait fermée à clé. Elle brûlait des papiers, cachait des choses. Je pensais peut-être trouver quelque chose qui expliquerait son comportement. As-tu » Son silence lui suffisait. Le regard de Poirot s'attarda, non pas accusateur, mais compatissant. « Peut-être, dit-il doucement, avez-vous trouvé plus que ce à quoi vous vous attendiez ?» Elle le regarda fixement, puis chapitre 8, la vérité non dite. Le silence qui suivit l'éclat de Clara était vivant, tendu, tremblant, comme si les murs eux-mêmes se tendaient pour écouter. Poirot ne bougea pas. Son regard, calme et pourtant pénétrant, se posa sur elle avec l'immobilité du jugement. Puis, doucement, il dit « Madame, pardonnez-moi, je ne suis pas votre accusateur. Je cherche seulement à comprendre quelle vérité vous a poussé, à une telle heure, à troubler les ombres du passé. » La respiration de Clara était saccadée. « Tu ne comprendrais pas, murmura-t-elle. Tu ne pourrais pas. »« Peut-être pas, répondit doucement Poirot. Mais essayez-moi. » Elle s'affala lentement sur sa chaise, les mains jointes. L'espace d'un instant, elle sembla perdue. Non pas une femme cultivée et maîtresse d'elle-même, mais une enfant effrayée, prisonnière de fantômes trop vastes pour être nommés. Ce n'était pas de la curiosité, murmura-t-elle. C'était de la peur. Je me suis dit que si je pouvais trouver une preuve, quelque chose à montrer, que ma mère n'était pas fou, alors je pourrais empêcher Édouard de... « De quoi ?» demanda Poirot. Ses yeux se posèrent sur son mari, assis, figé, à côté d'elle. De la voir déclarée inapte, avant sa mort, il avait dit qu'elle perdait la raison, qu'elle n'était pas en sécurité, mais elle savait quelque chose, monsieur Poirot, quelque chose à propos de cette nuit, il y a des années, où Michael s'est noyé. Elle a dit que ce n'était pas un accident. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. La cuillère de Béatrice s'écrasa sur la table. Miss King inspira bruyamment. Édouard, pâle mais provocateur, se pencha en avant. « Ma mère était délirante, » dit-il sèchement. Elle voyait des fantômes dans chaque ombre. La mort de Michael l'obsédait jusqu'à la consumeur. Le regard de Poirot se porta sur lui. « Et pourtant, monsieur, le chagrin et la folie sont deux choses différentes. L'une cherche la vérité, l'autre la fuit. » La mâchoire d'Edward se serra. « Tu crois que je mens ?» Poirot écarta les mains. « Je pense que chacun ici dit une part de vérité et que le tout se situe entre les deux. » Il se leva, sa petite silhouette dominant la pièce.
Voyez-vous, je commence à percevoir un schéma, une pièce fermée à clé, une lettre brûlée, une clé qui ne devrait pas exister, et sous tout cela, un souvenir qu'aucun de vous ne souhaite affronter. Il se tourna légèrement vers Béatrice. « Dis-moi, mademoiselle, la nuit où ton frère est mort, où étais-tu » Le visage de Béatrice se vida de ses couleurs. « J'étais une enfant. » Assez vieux pour s'en souvenir ? Ses lèvres tremblaient. « Oui, je me souviens de la tempête. Michael était allé au lac après le dîner. Maman lui avait interdit. Il était en colère, à cause d'une remarque de papa. Il a pris le bateau et... » Sa voix vacilla. Le ton de Poirot s'adoucit. « Et quoi, ma chère ?»« Il n'est pas revenu, murmura-t-elle. Ils ont trouvé le bateau retourné. Ils ont dit qu'il avait dû glisser et se cogner la tête. Mais maman n'y a jamais cru. » Poirot hocha lentement la tête. Et Lady Eleanor, elle était restée silencieuse toutes ces années. Pourtant, elle a enfermé ses livres de contes, brûlé ses papiers et tremblé à l'évocation de l'aile ouest. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose dans cette maison qui reliait la mort de Michael à ses propres souffrances. Il regarda les visages. La question est, quoi ? Cet après-midi-là, Poirot marchait seul au bord du lac. Le vent ondulait à sa surface, gris et agité. Thornley Court se dressait derrière lui, son reflet déformé dans l'eau. Il resta immobile un long moment. Chapitre 9. Les fils de la tromperie. Le soir tomba sur Thornley Court dans un silence feutré, presque respectueux. Des ombres rampaient le long des murs, s'enroulant comme des doigts aux angles, et le vent murmurait à travers les chênes centenaires comme s'il portait le murmure de secrets longtemps gardés. Poirot avançait d'un pas posé dans le salon, où la maisonnée s'était réunie sous prétexte de dîner. Chaque visage était tendu, chaque main trahissait un léger tremblement, mais tous s'efforçaient de conserver le fragile vernis de civilité. Le regard de Poirot balaya la pièce avec sa précision habituelle. « Mes amis, commença-t-il d'une voix calme mais posée, ce soir, nous sommes comme des tisserands, rassemblant les fils d'une tapisserie dont le motif est caché. Ces fils, c'est chacun de vous, vos actions, vos peurs, vos silences, et bientôt nous verrons comment ils s'entremêlent. » Edward s'agita, mal à l'aise. Clara serrait sa serviette comme une bouée de sauvetage, tandis que Béatrice fixait son thé intact, les pensées voilées. Miss King, toujours observatrice, gardait les yeux baissés, sa posture impeccable mais alerte. Poirot, percevant les signes subtils, sourit faiblement. « Commençons par les détails, » dit-il en s'installant sur une chaise. « Qu'avez-vous chacun vu la nuit du décès de votre mère ?» Clara déglutit. « J'étais dans ma chambre. » Je n'ai rien entendu d'inhabituel. Poirot inclina la tête. Et pourtant, quelqu'un a bougé dans la maison cette nuit-là. Quelqu'un avec un but précis. Peut-être une peur ? Dites-moi, y avait-il des visiteurs ? Non, répondit Édouard d'un ton sec. Seulement la famille. Le regard de Poirot se posa sur lui. Ah, mais la famille peut être très périlleuse, n'est-ce pas ? Édouard se hérissa. Je ne vois pas l'intérêt de telles remarques. L'expression de Poirot resta sereine. Patience, monsieur. Le fait est que la peur et la culpabilité vont souvent de pair. On ne révèle pas la vérité de bon gré quand le cœur est obscurci par l'une ou l'autre. Plus tard, Poirot se retira dans l'aile ouest, seul cette fois, muni de la petite clé en laiton récupérée auprès de Clara. La pièce derrière la porte l'attendait, silencieuse et pleine d'attente, les registres et les papiers intacts depuis sa dernière observation. Il les étudia à la lumière d'une lampe, retraçant une fois de plus les étranges altérations des comptes. Chaque changement de chiffre était délibéré, un code destiné à quelqu'un qui en connaissait le langage. Et dans la répétition du motif, Poirot reconnut un motif, un message caché, soigneusement, sous les couches de chiffres. Il murmura doucement pour lui-même, reconstituant le puzzle. « Kiel » murmura-t-il, les syllabes ondulant dans l'air. « Le port, oui, la destination, mais pas pour les marchandises, pour les secrets. » Il se renversa en arrière, les yeux plissés. La solution était proche, mais incomplète. Quelqu'un avait orchestré la dissimulation de cette vérité avec un soin méticuleux, et cette personne demeurait proche, silencieuse mais vigilante. Ce soir-là, Poirot réunit la famille à la bibliothèque. Le feu vacillait, projetant une lueur changeante sur le groupe. « Mes amis, commença-t-il, je crois que nous savons tous que le décès de Lady Eleanor a laissé des questions qui brûlent silencieusement au sein de la maison. Et pourtant, pour y répondre, il faut affronter les non-dits. » Les mains de Clara tremblaient. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Poirot la fixa d'un regard doux. « La clé que vous possédez, madame, n'est pas seulement un outil pour ouvrir des portes.
C'est le symbole de ce qui était caché, de ce que l'on craignait de voir découvert. Elle déglutit. Je cherchais seulement à comprendre. Exactement, dit doucement Poirot. Et en cherchant, vous avez mis au jour des liens qui étaient censés rester enfouis, des liens qui relient non seulement sa mort, mais aussi la tragédie de votre frère. Béatrice remua sur son siège. Michael, demanda-t-elle d'une voix rauque, on en a assez parlé. Peut-être, dit Poirot, mais pas assez pour révéler la vérité. Et la vérité, mes amis, il faut du courage, non seulement pour la découverte, mais aussi pour l'acceptation. Il se tourna vers Édouard. Monsieur, vous étiez certain, convaincu, que le chagrin seul poussait votre mère à la peur et au secret. Et pourtant, il existe des preuves, subtiles mais persistantes, qu'une autre force était à l'œuvre. Comprenez-vous ? La mâchoire d'Édouard se serra. Je ne sais pas. Explique-moi. Poirot se leva, marchant d'un pas léger. Une lettre, brûlée à la hâte, n'a laissé que des fragments, des registres modifiés avec soin, une clé utilisée sous le couvert de la nuit, et la peur persistante dans le cœur des personnes présentes. Tout cela mène à une seule conclusion. Quelqu'un a souhaité que le passé reste invisible, quelqu'un dont les actions étaient délibérées, calculées et dangereuses. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Tu veux dire quelqu'un dans la maison ? L'expression de Poirot était indéchiffrable. La maison elle-même est coupable si l'on en juge par la seule mémoire, mais plus précisément la personne à l'intérieur qui connaît le poids de chaque secret. Poirot se retira dans son bureau tard, ce soir-là, examinant chaque morceau de papier, chaque écriture comptable, chaque souvenir qu'on lui murmurait. Il les rangea méthodiquement, la lettre brûlée, la clé, les comptes altérés, les mouvements nocturnes et les réactions effrayées des membres de la maisonnée. Il marqua une pause, la clé à la main. « C'est simple, finalement, » murmura-t-il. Non pas dans ses conséquences, mais dans sa logique. Celui qui cherche à cacher la vérité agit avec certitude, mais laisse des traces, si minimes soient-elles, qu'un esprit exercé peut suivre. Depuis la fenêtre, le clair de lune éclairait le lac, et l'esprit de Poirot traçait des motifs à la surface de l'eau, le port de Kiel, les expéditions, les écritures du grand livre, et puis, vague mais indéniable, le souvenir de la dernière nuit de Michael, la tempête, le lac, la dispute, lui revint avec une clarté absolue. Le cœur du mystère ne réside ni dans le hasard, ni dans le hasard, murmura-t-il. Il réside dans la peur d'être exposé et dans les mesures prises pour le dissimuler. Et maintenant, le temps approche où ces filles seront resserrées. Alors que la maison s'installait dans le profond silence du petit matin, la résolution de Poirot se renforça. Il savait qu'avant l'aube, les derniers éléments se mettraient en place, révélant le véritable architecte de la supercherie. Et il comprit, avec une satisfaction silencieuse, que les fils conducteurs du comportement humain, la peur, l'amour, la cupidité, la loyauté, étaient plus révélateurs que n'importe quel registre ou clé. La maisonnée sommeillait, mais dans l'aile ouest, les ombres murmuraient, et la clé, bien que cachée en la possession de Clara, brillait faiblement au clair de lune, attendant d'être tournée une fois de plus. Le reflet de Poirot dans la fenêtre du bureau était serein, mais son esprit s'emballait. Demain, nous verrons si Thornley Court résistera à la lumière de la vérité. Et dehors, le vent emportait avec lui le faible bruissement du mouvement, une ombre parmi les ombres, attendant, observant, mais déjà marquée par les petites cellules grises d'Hercule Poirot. Chapitre 10. Le rassemblement des ombres. La journée était douce, le soleil dissimulé derrière d'épais nuages, baignant Thornley Court d'une lumière sombre, presque lugubre. Poirot évoluait discrètement dans le salon, disposant les chaises en un demi-cercle précis. La maisonnée avait été convoquée sous couvert d'une discussion sur la succession de Lady Eleanor, pourtant Poirot savait qu'il n'en était rien. Le moment de la révélation, délicat et inévitable, était arrivé. Edward Cavendish entra le premier, la posture rigide, le visage tendu. Clara suivit, pâle et silencieuse, les mains croisées sur ses genoux. Béatrice arriva la dernière, l'air prudent, presque craintif mais résolu. Même Mademoiselle King parut inhabituellement attentive, son regard observateur passant d'un membre de la famille à l'autre. Poirot s'assit délibérément au centre du demi-cercle, petit, posé, mais attirant l'attention d'une manière qui fit taire toute parole. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix douce mais porteuse, « nous avons parcouru un long chemin d'ombre et de murmures. Chacun de vous a révélé, consciemment ou non, des fragments de vérité. Et c'est dans ces fragments,
tels de minuscules étincelles, que tout le feu de la compréhension s'embrasera. Édouard serra les mâchoires. Poirot, si c'est un jeu, pas de jeu, monsieur, interrompit doucement Poirot. Une question de justice et de clarté, je vous demande simplement d'écouter attentivement. Poirot se pencha en avant, les mains jointes. Rappelons les événements clés. La mort de Lady Eleanor, une pièce fermée à clé dans l'aile ouest, des papiers brûlés, des registres falsifiés et une petite clé, une clé qui ne devrait pas exister, retrouvée en possession de Madame Clara. Clara tressaillit légèrement, mais resta assise. Chacun de vous, poursuivit Poirot, a dans une certaine mesure cherché à se protéger du passé. Édouard, vous souhaitiez préserver la réputation de la famille. Béatrice, vous avez cherché à protéger votre conscience. Clara, vous avez agi par peur et par amour, et pourtant, le passé ne reste pas enfoui, il laisse des traces subtiles mais indéniables. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'abattre sur la pièce. Maintenant, parlons de la nuit où Michael Cavendish, votre frère, votre fils, a disparu dans le lac. On dit que c'était un accident, mais était-ce vraiment le cas? Les doigts d'Edward se crispèrent en poing. Je te l'ai déjà dit, Poirot, c'était un accident, rien de plus. Poirot inclina la tête, l'air doux, et pourtant, le chagrin et la culpabilité peuvent manquer laisser de profondes ombres. Lady Eleanor soupçonnait quelque chose, un méfait, une trahison, que personne n'osait exprimer à voix haute. Elle découvrit la lettre, la brûla, chercha la vérité en silence, et elle craignait que la mauvaise personne n'apprenne ce qu'elle savait. La main de Clara tremblait sur ses genoux. Elle pensait que j'en savais plus que je n'en savais, que je pourrais... que vous puissiez découvrir une vérité trop dangereuse pour un enfant, conclut Poirot. Oui, madame. Ainsi, la clé fut cachée, les registres dissimulés, et la maison devint une cage de secrets. Poirot se tenait debout, marchant d'un pas léger, sa petite silhouette s'agitant résolument. Nous savons maintenant que les registres altérés, lus séquentiellement, révèlent un code, le mot commente, un port, certes, mais plus qu'une destination. Ils symbolisent des transactions secrètes, des transactions potentiellement illicites. Lady Eleanor le comprenait. Elle redoutait sa révélation, et elle craignait celui qui ne reculerait devant rien pour protéger ses secrets. Béatrice se pencha en avant. « Tu veux dire que quelqu'un l'a tué ?» Les yeux de Poirot croisèrent les siens. « Ah, mademoiselle, nous verrons bien, car la vérité est très fragile, elle ne se révèle que lorsqu'on comprend les motivations du cœur. » Poirot se tourna vers Édouard. « Monsieur, dites-moi, la nuit du décès de votre mère, qui d'autre était éveillé dans la maison ?» Édouard hésita. « Personne, je dormais. »« Ah !» dit doucement Poirot. Et pourtant, Madame Clara arpentait les couloirs. Elle avait la clé, et quelqu'un d'autre, invisible, a perturbé l'aile ouest. « Dites-moi, Édouard, dormiez-vous vraiment ?» Édouard perdit ses couleurs. « J'aurais pu me réveiller, mais je n'ai pas... »« Vous n'êtes pas entré dans l'aile ouest, » insista Poirot, calme mais implacable. « Je suis allé la voir, » admit Édouard à voix basse. « J'avais peur pour elle. Je l'ai trouvée en détresse. Je suis parti avant. » Poirot hocha lentement la tête. « Exactement. Vous avez agi par inquiétude, pas par malveillance. Mais quelqu'un d'autre a profité de cette nuit-là, quelqu'un qui connaissait la maison, les habitudes de Lady Eleanor et qui savait rester discret. Il s'approcha de Clara. « Madame, la clé que vous portiez n'était pas simplement la clé d'une porte. C'était la clé du passé, celle de secrets longtemps gardés. Vous avez agi par peur et non par culpabilité, et pourtant votre peur était manipulée. » Les lèvres de Clara tremblaient. Manipulée? Par qui? Le regard de Poirot se porta sur Béatrice. Par quelqu'un qui comprenait le cœur de chacun, qui tissait une tromperie si subtile qu'elle en devenait invisible jusqu'à maintenant. Miss King, restée silencieuse jusqu'à cet instant, se redressa. « Vous parlez par énigme, monsieur Poirot. » Poirot sourit faiblement. « Ah, mais les énigmes du comportement humain sont plus révélatrices que n'importe quel chiffre. Observez l'hésitation, le regard, le léger tremblement de la main. Ce sont ces petites cellules grises qui sont à l'œuvre, révélant la vérité là où tout le reste la dissimule. » La maisonnée se pencha en avant, tendue, attendant l'inévitable. Le regard de Poirot parcourut à nouveau le groupe. Lady Eleanor connaissait la vérité sur la mort de Michael. Elle avait découvert qu'un accident n'était pas tout, et elle savait que si la mauvaise personne était confrontée à cette vérité, des vies pourraient être détruites. Il marqua une pause. « Mais la vérité c'est patiente, et j'ai observé, j'ai écouté, j'ai rassemblé chaque fragment. Bientôt le fil sera tiré.
Et alors, la tromperie sera dévoilée, et les coupables, ceux qui ont cherché à dissimuler le passé par la peur ou la manipulation, seront révélés. La pièce était silencieuse, l'attente pesant. L'orage extérieur, longtemps contenu, commençait à murmurer contre les fenêtres, comme un écho aux turbulences intérieures. La petite silhouette de Poirot semblait presque lumineuse dans la pénombre, une présence sereine face à la tempête des émotions humaines. « Mes amis, conclut-il doucement, le moment est proche. La clé, les registres, les ombres de la mémoire, tout converge, et demain, les petites cellules grises révéleront ce qui a été caché bien trop longtemps. » La maisonnée se dispersa à contre-cœur, chacun regagna sa chambre, l'esprit agité. Mais Poirot resta au salon, assis devant le feu, les yeux clos, plongé dans la contemplation. Les fils de la tromperie étaient presque tendus, et il sentait le dénouement approcher, le moment où la main cachée serait dévoilée et le passé enfin mis au jour. Dehors, le vent se levait, faisant trembler les vieilles fenêtres. À l'intérieur, la maison attendait la vérité, la révélation et la justice. Chapitre 11. La révélation finale. Le silence régnait dans le salon, chaque occupant tendu comme s'il pressentait l'imminence de la révélation. Poirot, assis dans son petit fauteuil habituel, observait les visages avec une sérénité qui dissimulait la tempête de raisonnement qui l'entourait. Les petites cellules grises avaient d'âge travaillé sans relâche, suivant chaque frémissement subtil, chaque regard fugace et chaque fragment de témoignage. L'aboutissement de son enquête, tant attendue et minutieusement construite, était désormais proche. « Mes amis, commença Poirot d'une voix posée, nous arrivons au moment où toutes les ombres doivent être dissipées. Jusqu'à présent, chacun de vous a exprimé des vérités partielles, des demi-mots, des gestes qui trahissaient ses pensées profondes. Et c'est par ces signes, ces fils de comportement, que se révèle la tapisserie finale. » Edward s'agita, mal à l'aise, jetant un coup d'œil à Clara, assise, raide, les mains agrippées aux accoudoirs de son fauteuil. Les yeux de Béatrice, grands ouverts et alertes, passèrent d'un membre de la famille Beau à l'autre, et même Miss King, toujours aussi calme, laissait entrevoir une légère trace de malaise. Le regard de Poirot les parcourut tous, doux mais perçants. Rappelons les faits. La lettre brûlée, la pièce verrouillée, les registres falsifiés, la clé mystérieuse. Chacun d'eux était un indice, mais pas isolément. Mortanique faisait partie d'une chaîne délibérée de dissimulation et de peur. Et la question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Qui a cherché à dissimuler le passé et pourquoi ? Il marqua une pause, laissant retomber le poids de la question. Puis, avec la précision d'un chef d'orchestre hors pair, il commença à démêler les fils. Lady Eleanor Cavendish était une femme d'un discernement extraordinaire. Elle connaissait la vérité sur la mort de son fils Michael. Elle découvrit des preuves, suggérant qu'il ne s'agissait pas d'un accident, et elle craignit les conséquences de cette révélation. Elle brûla des lettres, falsifia des documents et ferma son bureau sous clé pour éviter que cette information ne parvienne à de mauvaises personnes. Clara retint son souffle. Mais qui aurait pu lui faire du mal ? Qui aurait pu... Le regard de Poirot s'adoucit. Tous les maux ne sont pas physiques, madame. La peur, la manipulation et le poids des secrets peuvent blesser aussi violemment qu'une lame. Et dans le cas de Lady Eleanor, il y avait quelqu'un qui cherchait à s'assurer que le passé reste tu, quelqu'un qui comprenait à la fois le pouvoir du silence et la peur qu'il peut inspirer. Il se tourna vers Edward. « Monsieur, vous étiez inquiet, certes, mais vous n'en étiez pas l'organisateur. Béatrice, vous étiez prudente, mais votre cœur était guidé par la compassion. Clara, vous avez agi par peur, mais votre conscience est restée pure. Et ici, dans cette pièce, le coupable est révélé, non par la force ou la confession, mais par les subtilités du comportement humain. » Tous les regards se tournèrent vers le centre du demi-cercle. Le regard de Poirot se fixa sur Miss King. La gouvernante conservait une posture impeccable, les mains jointes, avec calme, mais ses yeux trahissaient une micro-expression, une légère lueur de tension. « Mademoiselle King, dit doucement Poirot, vous avez servi cette famille avec diligence et attention, mais sous votre air calme se cache une main qui cherchait à manipuler les événements. Vous compreniez les relations, les peurs et les secrets de Thornley Court. Vous avez utilisé la clé et la connaissance des registres pour exercer votre influence, protéger votre position et guider Lady Eleanor vers des actions qui préserveraient le statu quo. » Les lèvres de mademoiselle King se pincèrent. Je ne comprends pas, vous n'avez aucune preuve. » La moustache de Poirot s'étira en un léger sourire.
Les preuves, ma chère, sont souvent moins convaincantes que l'observation. Vous évoluez dans cette maison telle une ombre, veillant à ce que certaines vérités restent invisibles. Pourtant, chaque regard, chaque hésitation, chaque mot soigneusement mesuré, trahissait vos intentions. La voix d'Edward s'éleva. Tu veux dire qu'elle a manipulé mère? Qu'elle... Oui, monsieur, interrompit Poirot. Les lettres qu'elle a influencées, les registres qu'elle a gérés, tout cela n'était qu'un moyen d'arriver à ses fins. Et ce faisant, elle a involontairement provoqué la peur, la méfiance et finalement le dénouement tragique qui a conduit à la mort de Lady Eleanor. Il ne s'agissait pas d'une intention de nuire, mais d'une volonté de contrôler. Et c'est là que réside le pouvoir subtil de la motivation humaine. Béatrice porta la main à sa bouche. Tout ça, ça n'a jamais été à propos de la mort de Michael, c'était de la manipulation. Poirot secoua légèrement la tête. La mort de Michael demeure le chagrin qui assombrit Thornley, mais la chaîne d'événements qui a suivi, le secret, la peur, la clé, qui ne devrait pas exister, tout a été façonné par quelqu'un qui connaissait intimement la maisonnée, qui pouvait faire changer les choses par la compréhension des cœurs et non par la force. Les yeux de Clara se remplirent au concagne de larmes, et la clé, l'aile ouest. Poirot brandit la petite clé en laiton. Un symbole, madame. La clé ouvrait non seulement des portes, mais aussi des vérités. Elle révélait le courage, la peur, la loyauté et la tromperie. Celui qui la maniait possédait le savoir, mais l'existence même de la clé était, en soi, un avertissement, car celui qui détient la clé des secrets détient aussi le pouvoir de révélation. Il posa la clé sur la table devant eux. Et maintenant, mes amis, la maisonnée le sait. La vérité, une fois observée et comprise, ne peut plus rester cachée. Les mains subtiles qui ont façonné les événements ont été dévoilées, et les conséquences, bien qu'imprévues, sont désormais inévitables. Miss King resta assise, calme, mais démasquée, son contrôle s'effritant sous le poids silencieux des déductions de Poirot. Les autres exhalèrent, un mélange de soulagement, de stupeur et de compréhension naissante les envahissant. Poirot se renversa dans son fauteuil, sa petite silhouette sereine mais imposante. La justice, mes amis, ne réside pas toujours dans le châtiment. Parfois, c'est l'illumination de la vérité qui rétablit l'équilibre. Et dans cette illumination, les coupables sont reconnus, les innocents rassurés, et le passé mis à nu. La pièce resta silencieuse, la lueur du feu vacillant sur des visages marqués par la prise de conscience. Le regard de Poirot s'adoucit tandis qu'il observait la pièce. Et ainsi, dit-il presque pour lui-même, les petites cellules grises ont parlé. L'affaire de la clé qui ne devrait pas exister est close, et les ombres ne se cachent plus derrière des portes closes. Il se leva en s'inclinant légèrement. Vous pouvez maintenant considérer votre cœur plus léger, votre conscience soulagée et l'avenir, bien qu'incertain, libéré du poids des vérités cachées. Dehors, le vent murmurait à travers les arbres, emportant les derniers échos de secrets longtemps gardés. À l'intérieur, Thornley Court, bien que marqué par le chagrin et la déception, respirait à nouveau sous la clarté de la révélation, et Hercule Poirot, toujours serein, prit congé avec un léger sourire, l'esprit déjà tourné vers la prochaine énigme qui attendait ces petites cellules grises.